Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Femmes d'Égypte. Nazli Farid est une femme égyptienne qui a fait essentiellement des études de littérature. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble non seulement ses réussites, mais comment elle a pu faire l'équilibre et également l'amalgame entre ses études de littérature ou de lettres et également sa fascination de la psychologie. Cette Alexandrine aujourd'hui nous présente non seulement une carrière pleine de lettres, de littérature et d'art, mais également consultation psychologique. Alors comment elle a pu faire ces deux lignes de professionnels dans sa vie? C'est ce que nous allons découvrir ensemble à travers notre rencontre avec Nazli Farid. Nazli Farid, bienvenue à notre programme Femmes d'Égypte. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. On commence toujours notre programme avec une carte d'identité que vous présentez à notre public. Très difficile ça. Je m'appelle Nazli Farid, j'ai presque 48 ans. Je suis du signe des Gémeaux. J'étais au collège Notre-Dame de Sion, à Alexandrie. Ma mère aussi. Ça fait 2 générations qui sont passées par ce collège. Et voilà, j'ai eu mon bac de Notre-Dame de Sion. Je voudrais savoir la période de l'école, cette vie scolaire, comment a eu une influence sur vous? Oh! D'abord, quelque chose d'assez inhabituel, assez rare. Ma mère était prof de français dans la même école. Donc, j'étais pas une élève comme les autres, dans le sens où tous les profs allaient dire à ma mère tout ce que j'avais fait de bien, de mal, les bonnes notes, les mauvaises notes. Donc tous les élèves quittent leurs parents à la maison et vont à l'école. Ils mènent leur vie d'élève à l'école. Non, moi j'avais ma mère à l'école, donc je pouvais pas brancher, mais je branchais quand même. Votre mère travaillait comme professeure dans le même établissement scolaire que vous. Est-ce que ça a affecté un peu votre relation avec vos amis et les autres élèves à l'école? Non, bizarrement non, parce que mes amis me connaissaient assez, même à l'époque où moi je ne me connaissais pas. Et ma mère était quelqu'un de très juste, très sévère, mais très juste. Il n'y avait pas de confusion. Suite à vos études secondaires, qu'est-ce que vous avez fait au cours de votre vie universitaire? La faculté des lettres de l'université d'Alexandrie. Pour tout vous dire, moi j'ai fait la section maths. J'avais envie d'aller à Polytechnique, comme on l'appelle ici, à l'école d'ingénieurs, comme on l'appelle là-bas. Donc je voulais être ingénieur. Je ne sais pas du tout pourquoi je voulais être ingénieur, mais je voulais être ingénieur. Et je n'ai pas eu le pourcentage, évidemment. Donc il me restait la fac de lettres, comme la famille, Bon, j'ai toujours aimé la langue française, j'ai toujours eu de bons résultats en français. Pas parce que ma mère était prof. Je crois que derrière ce choix d'étudier dans la faculté de lettres, il y a une histoire intéressante à raconter. Alors allez-y. Ah, il y a beaucoup d'histoires dans la faculté des lettres. Mais bon, je vous dirais que pour l'examen d'admission, on nous a demandé une rédaction. Et donc j'ai fait la rédaction sur ma chienne. Oui. Et bon, c'était en 84 et en 84-85 et ma chienne est morte en 93. Donc c'est un des plus gros chagrins de mon existence. Donc j'ai fait la rédaction en parlant de ma chienne et c'est un souvenir très fort que je garde.
Comment vous avez eu l'idée de commencer d'étudier la psychologie? Ah, ben ça fait une excellente transition parce que j'allais justement vous dire, après l'histoire de ma chienne, que à l'examen d'admission, il y avait un prof de la fac qui surveillait. Il se trouve que cette prof s'appelait Nadia Abdallah, que je ne connaissais pas encore, je pensais que c'était sa sœur qui était chef de département. Et Nadia Abdallah, que Dieu ait son âme, est une des personnes clés de mon existence. Elle m'a enseigné la critique littéraire en 3e année. Et elle faisait 4 genres de critique. Je m'arrêterai sur la critique qui m'a passionné, c'est la critique psychanalytique. Donc on étudiait Rousseau, et à travers les écrits de Rousseau, par une méthode vraiment, sur les 4 années, personne ne m'a jamais enseigné quelque chose d'aussi intéressant. Et donc on faisait la psychanalyse de Rousseau, et c'est là que j'ai commencé à lire en psychanalyse, c'est là que j'ai découvert le monde de la psyché humaine, de l'âme humaine, comment lire, comment analyser, comment lire derrière les mots, etc. Et Nadia Abdallah a été vraiment mon idéal de prof, de critique littéraire, aussi d'élégance humaine. C'est quelqu'un qui a beaucoup cru en moi, jusqu'au bout d'ailleurs. On arrivera à mon parcours. Moi j'ai quitté la fac en 88, j'ai soutenu mon doctorat en 2010. Donc grâce à Nadia Abdallah. Après avoir terminé les études à la faculté de lettres, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez entamé une carrière dans ce domaine? Vous avez changé de voie? Racontez-nous un peu cette période de votre vie. Toujours en 88, j'avais 2 possibilités. Soit d'enseigner à la fac, parce que j'avais de bons résultats, mais la fac n'a pas voulu de moi. Soit de partir 1 an en France, étudier pour exercer un métier auquel je n'avais jamais pensé, bien qu'aimant beaucoup les livres, la lecture, tombé dedans quand j'étais petite. Mais on m'a proposé le Centre culturel français où j'étudiais la littérature aussi, m'ont proposé 1 an de stage en France pour revenir exercer le métier de bibliothécaire. J'ai dit oui, puisque la fac ne voulait pas de moi, le centre voulait bien, très bien. Donc je suis parti 1 an en France, j'ai fait le CAFB, le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire. J'ai commencé à travailler au centre culturel français, qui est devenu après le Centre français de culture et de coopération, et qui est maintenant l'Institut français. Et parallèlement, j'enseignais. Vous savez, il y a un diplôme de la Sorbonne pour étrangers que j'avais moi-même passé et pour lequel on m'a proposé, la directrice des cours de l'époque. Et donc j'ai enseigné la littérature aux 3 niveaux de sup. C'est un mot-clé que comprendront les Alexandrins au centre. Et après ça, est-ce que vous avez fait une carrière de psychopraticienne? Voilà, de psychopraticienne, je suis beaucoup la terminologie française. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, quel diplôme on a, quelle formation on a, etc. Donc vous voulez savoir ce qui m'a branché sur la psychologie. Quelle relation alors entre l'étude de lettres et ce que vous avez fait en réalité, c'est-à-dire la psychologie et la psychanalyse? J'ai découvert donc la psychanalyse et la littérature ensemble. J'ai connu dans le cadre de mon travail beaucoup d'amis français qui avaient fait
une analyse, donc qui avait été voir des psychanalystes, l'un 12 ans, l'autre 15 ans, et je me disais, est-ce qu'on peut aller voir un psychanalyste, un psy, pour faire court, pendant 15 ans? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir pendant 15 ans? Et voilà, donc j'ai commencé à m'initier, et surtout que c'était des personnes vraiment que j'aimais beaucoup et qui ont été aussi une sorte d'idéal pour moi. Ayant manqué d'idéal initial, je me suis cherché des idéaux comme ça en cours de route. Et il y a un psychanalyste très célèbre qui est un juif égyptien qui s'appelait Jacques Hassoun, que Dieu ait son âme, que je suis allé voir à Paris en 1996. Ce monsieur, en une séance, il m'a donné des clés que je n'ai jamais oubliées. Mais tout allait bien. Je suis né en 67, donc en 97, j'avais 30 ans. Tout allait bien. Deux boulots que j'adorais, l'Institut, le centre, etc. Et donc, je pensais que je n'avais aucun problème. Il s'est passé quelque chose que je m'abstiendrai de raconter parce que ce serait trop long, qui a fait que j'ai été l'ambassade de France, encore plus le ministère des Affaires étrangères, m'a mise à pied en 2004. Juste une petite parenthèse pour vous dire, dans la mesure où nous sommes le 1er mai, et que le 1er mai c'est la fête du travail et des travailleurs, que j'ai monté des sections syndicales CFDT en 2003. Donc, syndicat pour les travailleurs égyptiens à l'ambassade de France en Égypte. Donc, tous les services de l'ambassade de France en Égypte. Et je suis quelqu'un de très très sensible à l'injustice. Et qui dit syndicat dit recherche de la justice pour les travailleurs face au patronat, etc. Donc ce syndicat, ces sections syndicales m'ont beaucoup apporté parce que j'ai pu aider beaucoup de personnes. J'ai découvert à l'époque que j'avais une très bonne écoute, ça va nous servir pour la psychologie, et que j'arrivais parfois à débloquer certaines situations entre les agents et la direction et l'administration. Ça ne m'a pas valu que des choses positives. Un syndicat, d'habitude, ça dit non, ça dit c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Et donc il y a eu une confusion entre la représentante syndicale et la responsable de la médiathèque que j'étais devenue. Donc ces problèmes ont évolué et du coup je reçois une lettre de l'ambassadeur qui me dit Madame Farid, vous allez venir nous expliquer quelque chose et d'ici là vous ne reprendrez pas votre travail. C'est une histoire douloureuse et suite à cette histoire douloureuse je suis allé voir ma psy actuelle. Donc en 2005 j'ai demandé conseil et on m'a indiqué Sophie Brun, qui est psychologue clinicienne française de nationalité, mais qui était au Caire, qui exerçait au Caire. Et je suis allé la voir et j'ai commencé à comprendre, là, personnellement, ce que les blessures de l'enfance pouvaient faire à l'adulte que j'étais devenu. Donc Sophie Brun a commencé à m'expliquer, sans beaucoup parler, ce dont je souffrais et pourquoi je souffrais tellement que mon travail se soit arrêté un an avant. J'avais repris, j'étais retourné au centre et tout allait bien. Et petit à petit, ce parcours qui est extrêmement douloureux, parce que la plupart du temps, on refoule, on cache ce dont on a souffert pour ne pas avoir encore plus mal. Bon, ça faisait 8 ans que j'étais en thérapie moi-même.
Je venais de démissionner de la bibliothèque d'Alexandrie. J'ai passé 2 ans là-bas, j'ai monté la bibliothèque francophone. Après le centre. Le centre, j'ai atteint ma majorité, 21 ans, et je suis parti. 2 ans de bibliothécaire et je me retrouvais après quelques projets parallèles sans grand intérêt, mais j'ai compris que je pouvais être freelancer et que j'avais plusieurs domaines, des domaines d'expérience surtout, les livres, l'informatique, les bibliothèques, l'enseignement, etc. Mais surtout que je pouvais exercer le métier qui allait soulager des souffrances, qui allait permettre d'écouter la souffrance de l'autre et d'apporter modestement un certain soulagement. Et c'est là que je vous passerai la brochure que j'avais faite sur la psychologie et pourquoi aller voir un psychologue. Un psychologue, un psychopraticien, un psychanalyste, tout ça c'est la même famille, sauf le psychiatre qui lui peut donner des médicaments, qui peut prescrire des médicaments comme on le fait souvent, trop souvent en Égypte. Les gens ont besoin de parler, pas d'avaler des médicaments, d'être écoutés, pas d'être anesthésiés par les médicaments. Je crois que cette histoire douloureuse avait vraiment une influence sur votre vie. Également, elle était un point marquant de votre vie professionnelle, votre carrière, votre vie personnelle. Alors, est-ce que c'est vrai? Racontez-nous l'influence d'une expérience pareille sur votre vie. Ô combien! C'est Musset, je crois, qui disait rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur. Je ne sais pas si c'est Musset ou Vigny, mais bon, rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur. Et j'ai appris à grandir avec cette douleur-là. Je me suis connu grâce à la psy, et voilà. Je crois que consulter un psychologue, bon, ça a besoin de quelqu'un qui a un certain niveau de culture, n'est-ce pas? Vous avez raison, mais si vos spectateurs entendent, il faut un minimum de culture, ils vont se dire, ah donc moi j'ai pas cette culture-là, je ne vais pas aller voir un psy. En fait, il faut expliquer comme ça, très simplement, très intuitivement aux gens, à tous ceux qui souffrent, que ont raison de souffrir, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas l'origine de leur souffrance, et que la parole guérit. La parole guérit. Je dirais une troisième fois, la parole guérit quand on est écouté, quand on est compris, et quand on arrive à surmonter son problème, sa douleur, sa souffrance, etc. Donnez-nous un exemple d'une douleur ou d'une traumatisation psychologique qui peut vraiment affecter ou qui peut abîmer la vie d'une personne. Il y aurait beaucoup d'exemples, mais je vais vous prendre un exemple assez fréquent. Qui du papa ou de la maman n'a pas frappé un enfant, de la petite tape à la gifle, à la fessée, aux châtiments corporels qui sont très graves. Rien que la petite tape, rien que le fait de frapper un enfant humilie le corps, blesse l'âme et garde des traces. Les parents ne sont pas coupables pour autant, sauf ceux des châtiments corporels qui sont eux-mêmes d'anciens enfants blessés probablement. Un châtiment corporel, ça marque à jamais. Les parents, eux, ils s'énervent, ils se disent, bon, ben, j'ai crié, j'ai dit, j'ai fait comprendre, etc. Donc maintenant on va frapper parce que j'en ai marre. S'abstenir vraiment. Parce que l'enfant battu, il y a des pages et des pages qui ont été écrites sur les enfants battus. Ça détruit une vie, ça crée
de la colère, ça crée de la tristesse, ça crée même pas de la peur, de la lâcheté. Je vais être battu. Même en tant qu'adulte, je vais être battu. Ça, c'est l'inconscient, le niveau inconscient qui est mon boulot. Après, tout le monde sait, ah non, mais oui, oui, on m'a frappé, mais tu sais, maman, elle est très gentille, moi je l'aime beaucoup, c'est pas grave si elle m'a frappé. Ah non, papa, non, mais il travaillait, il revenait fatigué, etc. Donc moi je l'énervais, il me frappait. On excuse toujours. Si je voudrais choquer les oreilles chastes, je dirais, c'est la relation bourreau-victime. Même si c'est la relation parent-enfant. Les enfants n'oublient jamais ça. Comment vous avez su faire l'amalgame entre la psychologie et la littérature? Comment vous avez utilisé ces deux éléments dans votre carrière? Vaste question. Pour revenir peut-être à la question précédente, en fait, moi je traite, je reçois des adultes qui la plupart du temps sont parents. Bon, et il existe des célibataires, heureusement. Mais bon, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des adolescents, ceux qui ont de vieux adolescents, je crois qu'un enfant, c'est jusqu'à la majorité. Et si les blessures de l'enfance ne sont pas traitées, il restera un enfant même à 45 ans, émotionnellement. Donc voilà, on peut conseiller les parents, on peut expliquer aux parents le fonctionnement de leurs enfants. Donc je ne traite pas directement avec les enfants, je traite avec les adolescents et les parents d'adolescents ou de jeunes adultes. Quels sont les problèmes ou les questions communes d'un malade ou de plusieurs malades qui viennent vous consulter? Ces patients, de quoi souffrent-ils? Vous allez peut-être vous étonner si je vais vous dire les problèmes communs sont les problèmes du commun des mortels. En Égypte, en France, en Australie, qu'on ait une vie réussie ou pas réussie, on est tous des êtres humains. Ça, c'est pas très original, mais ce qui est commun à ces êtres humains, c'est qu'ils ont eu un papa, une maman, une enfance. À partir de là, étant êtres humains, ils expriment des émotions. Les 4 émotions essentielles, peur, tristesse, joie, colère. Il n'existe pas un être humain sur Terre qui ne jongle pas avec ces 4 émotions. Soit il a reçu le nécessaire pour se développer correctement, et donc quand il sera en colère, il se mettra en colère. Quand il se ressentira de la tristesse, il pleurera ou exprimera sa tristesse. Mais ça, c'est le monde idéal. La plupart de nous transforment leur colère en tristesse, ou vice-versa. Quand ils ont peur, ils ne veulent pas dire qu'ils ont peur. Ils se disent « Ah, mais je suis énervé, ça ne va pas », ou je m'assombris, je suis triste », alors que j'ai peur. Ça ne se fait pas d'avoir peur. Hein? Les garçons ne doivent pas avoir peur, ce sont les filles, ces êtres faibles qui ont peur. Un adulte n'a pas peur, très courageux, très fort. Ce sont les enfants qui ont peur. Si on a peur, c'est qu'on est lâche. Non. La peur est une émotion très saine, d'autant plus que, à l'origine, dès qu'il y a un danger qui s'approche de nous, il y a une peur instinctive, naturelle, normale, qu'on ressent quand on est en danger. Ça a une relation avec la façon dont on élève nos enfants, n'est-ce pas? Absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un catalogue en traitant les enfants, n'est-ce pas? Je ne dirais pas catalogue. Je dirais, parents, formez-vous avant de concevoir vos enfants. Avant de concevoir. Même pas après la naissance. Vous décidez de faire un enfant,
Ça veut dire que vous décidez d'arroser la plante tous les jours, vous décidez de vous occuper de l'animal domestique, vous décidez de faire vos bagages avant de partir en voyage. Que serait-ce l'éducation d'un petit être qui n'a pas demandé à venir? Les enfants, ce n'est pas fait pour soutenir les adultes quand ils vont vieillir. Les enfants, ce n'est pas fait pour faire joli et avoir de petits-enfants. C'est pas fait pour tenir compagnie. C'est pas fait parce que bon, le mari est absent, donc je vais me faire un enfant pour agréablement passer le temps à la maison. Un enfant, c'est un être qui se respecte, qu'on accueille, auquel on donne ses droits pour qu'il se développe de manière saine et normale. Docteur Nazli Farid, à la fin de cette partie de notre interview, je vous remercie infiniment et je crois que nous allons continuer avec vous la semaine prochaine à découvrir plusieurs facettes de votre vie, l'influence bien sûr de la psychologie également sur cette vie et cette profession qui est très intéressante. Merci bien. Tout le plaisir est pour moi.